Nous sommes en 1867. La scène se déroule dans une pièce faiblement éclairée du ministère des Affaires étrangères russe, à Saint-Pétersbourg. Dehors, le vent glacé souffle depuis la Neva gelée. Mais à l'intérieur, l'atmosphère est encore plus froide. Autour d'une grande table, des hommes puissants fixent une carte du monde. Parmi eux, le grand-duc Constantin, frère du tsar et chef de la marine impériale. Leur regard s'arrête sur une immense tache jaune au nord-ouest du continent nord-américain. Un territoire gigantesque, 2 fois plus grand que le Texas. Des forêts sans fin, des montagnes colossales, des rivières pleines de saumon, une terre que nous appelons aujourd'hui l'Alaska. Avec le recul de l'histoire, cette carte représente une fortune inimaginable. De l'or, du pétrole, une position stratégique majeure. Mais ces hommes ne voient pas la richesse. Ils voient un fardeau, une colonie coûteuse, éloignée, impossible à défendre. Un territoire qui ressemble à une mensualité que l'Empire russe est plus capable de payer. Dans quelques mois, ils prendront une décision qui choquera le monde moderne. Ils vendront cette terre pour une somme qui revient à environ 2 centimes par acre. À première vue, cela ressemble à la pire transaction immobilière de l'histoire. Une absurdité, une folie. Mais la vérité est plus sombre. La Russie ne vend pas l'Alaska par ignorance. Elle le vend parce qu'elle est ruinée. Ceci n'est pas l'histoire d'un empire stupide. C'est l'histoire d'un empire étranglé par la dette. Pour comprendre cette décision, il faut remonter 11 ans en arrière, en 1856. La Russie vient de perdre la guerre de Crimée, une défaite humiliante. Pendant des siècles, l'Empire russe avait terrifié l'Europe. Une armée immense, une profondeur territoriale infinie, le mythe de l'ours invincible. Mais la guerre de Crimée détruit cette illusion. Les armées britanniques et françaises envahissent le territoire russe. Les soldats du tsar combattent avec des fusils obsolètes, les lignes logistiques sont chaotiques. Les navires russes sont en bois, tandis que les flottes ennemies sont déjà en fer. Militairement, la Russie est dépassée. Mais la défaite militaire n'est rien comparée à la catastrophe financière. Pour financer la guerre, l'État a imprimé massivement des roubles. L'inflation explose, la monnaie s'effondre. En parallèle, le gouvernement a emprunté lourdement auprès des banques européennes pour acheter des armes et du matériel. Quand la guerre se termine, les canons se taisent, mais la dette reste. Les intérêts, eux, continuent de tomber. Le trésor impérial est vide. Le nouveau tsar, Alexandre II, comprend que l'Empire est à un tournant. S'il veut survivre, il doit moderniser le pays. Construire des chemins de fer, développer des usines, réformer l'agriculture, abolir le servage, transformer un empire féodal en puissance industrielle. Mais tout cela coûte de l'argent, et l'Empire russe n'en a plus. Pire encore, sa réputation financière est détruite. À Londres et à Paris, les grands banquiers hésitent. Ils veulent de la stabilité avant de prêter à nouveau. La Russie est désormais perçue comme un mauvais risque, un géant instable, lourdement endetté, technologiquement en retard. C'est dans ce contexte que l'Alaska entre en jeu. Contrairement à ce que l'on imagine aujourd'hui, l'Alaska n'est pas perçue comme un joyau impérial. Elle est administrée par la compagnie russo-américaine, une entreprise semi-publique censée exploiter les ressources de la colonie. Mais cette compagnie est en faillite. La population de l'outre de mer, pilier du commerce de fourrure, a été presque exterminée. Les profits s'effondrent. L'État doit subventionner l'entreprise pour éviter sa disparition. La Russie est donc dans une situation absurde. Elle est ruinée, et elle finance une colonie déficitaire située à l'autre bout du monde. Mais l'argent n'est pas la seule peur. La géopolitique est encore plus inquiétante. L'Alaska partage une immense frontière avec le Canada, alors colonie britannique, et l'Empire britannique est l'ennemi stratégique numéro 1 de la Russie. La Royal Navy contrôle les océans. En cas de nouveau conflit, la Russie le sait, l'Alaska serait prise en quelques semaines. Aucun renfort ne pourrait arriver à temps depuis la Sibérie. La colonie est militairement indéfendable. Dans une lettre secrète, le grand-duc Constantin expose une logique glaciale. Si la Russie conserve l'Alaska, elle la perdra face aux Britanniques sans compensation. En revanche, si elle la vend aux États-Unis, elle obtient de l'argent et empêche Londres de s'en emparer. C'est une stratégie de liquidation, un sacrifice calculé, mais il reste un problème majeur. Les Américains ne sont pas prêts à acheter. À la fin des années 1850, les États-Unis sont paralysés par les tensions internes. La question de l'esclavage divise le pays. Puis, en 1861, la guerre civile éclate. Quand la guerre de sécession s'achève en 1865, les États-Unis sortent victorieux, mais épuisés. Le pays est traumatisé, endetté, politiquement instable. Washington a aucune envie d'acheter de nouveaux territoires glacés à elle, autre bout du continent. Pour la majorité des Américains, l'Alaska n'est qu'un désert de glace inutile. Mais un homme pense différemment. Le secrétaire d'État américain, William Seward, est un expansionniste convaincu. Il croit au destin continental des États-Unis.
Pour lui, l'Amérique ne doit pas seulement contrôler l'Atlantique, mais aussi le Pacifique. L'Alaska n'est pas un fardeau, c'est un pont vers l'Asie, une future plateforme commerciale vers la Chine et le Japon, une pièce stratégique sur l'échiquier mondial. Le problème, c'est qu'il est presque seul. La presse se moque de lui, les caricaturistes parlent de la glacière de Seward ou de la folie de Seward. Le Congrès ricane. Le peuple américain est fatigué de payer. Le pays a déjà une dette colossale issue de la guerre civile. Acheter une terre gelée semble absurde. Pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, la situation devient critique. Le trésor impérial manque cruellement de devises fortes. Les échéances de prêts étrangers approchent. Les intérêts dus aux banques européennes menacent de faire chuter le rouble. Le tsar Alexandre II est sous pression. Il a besoin de liquidités rapidement. Pas dans 10 ans, pas après un débat parlementaire interminable, mais maintenant. En décembre 1866, une réunion cruciale se tient au palais d'hiver. Autour de la table, le tsar, le grand-duc Constantin, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances. Les livres de comptes sont ouverts. Ils saignent. Le message est clair. Même une somme modeste issue de la vente de l'Alaska pourrait stabiliser temporairement la monnaie et rassurer les créanciers européens. La décision est prise. L'ambassadeur russe à Washington, Edward Stoeckel, reçoit des instructions précises. Il doit vendre. Le prix cible est de 5 millions de dollars, mais il a carte blanche pour négocier. Une seule priorité, conclure l'accord rapidement. Stoeckel quitte Saint-Pétersbourg avec un secret dans sa poche. Il n'est plus seulement diplomate. Il est désormais vendeur. Il arrive à Washington au début de l'année 1867 et se rend immédiatement chez Seward. Contre toute attente, l'accueil est chaleureux. Seward voit dans cette vente une opportunité politique. Le président Andrew Johnson est menacé de destitution. Le pays est fracturé. Une victoire diplomatique pourrait détourner l'attention et marquer l'histoire. Les négociations commencent. Stoeckel ouvre haut. Seward répond bas. Les deux hommes marchandent le prix d'un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Mais Stoeckel connaît la psychologie de son interlocuteur. Il sait que Seward veut laisser une trace. Il sait aussi que le Congrès est l'obstacle principal. Plus le temps passe, plus le risque augmente. Finalement, un accord est trouvé. 7,2 millions de dollars. Plus que ce que la Russie espérait. Les 200 000 dollars supplémentaires servent à couvrir les infrastructures existantes. Mais Stoeckel impose une condition non négociable. Le traité doit être signé immédiatement avant que le Congrès n'ait le temps de se mobiliser. La nuit du 29 mars 1867 entre dans la légende. Stoeckel se rend chez Seward en soirée pour elle, informé que le tsar a donné son accord par télégraphe. Il propose de signer le lendemain. Seward se lève brusquement. Il refuse d'attendre. Il ordonne une réunion immédiate au département d'État. Il est presque minuit. Les diplomates russes et les fonctionnaires américains sont tirés de leur lit. Les lampes à gaz sont allumées. Les cartes Sign-Up-Oust sont étalées sur les tables. Les frontières sont tracées à la hâte. Le destin de LT2 Alaska est scellé sans que aucun de ses habitants autochtones ne soit consulté. Les peuples Tlingits, Haïdas et Aléoutes sont transférés d'un empire à un autre par une simple signature. À 4 heures du matin, le 30 mars 1867, le traité est signé. Pour moins de 2 centimes l'acre, les États-Unis viennent d'acheter un territoire gigantesque. Seward est euphorique. Il croit avoir sécurisé l'avenir stratégique de son pays. Stoeckel, lui, ressent surtout du soulagement. Il a obtenu l'argent. Il envoie son télégramme à Saint-Pétersbourg. Traité signé, 7,2 millions. Mais l'histoire est loin d'être terminée, car signer un traité est une chose. Le payer en est une autre. Le Congrès américain doit encore autoriser les fonds. Et à Washington, l'ambiance est hostile. Beaucoup de députés détestent Seward et veulent affaiblir l'administration Johnson. Ils menacent de bloquer le paiement. Le deal est en danger. C'est à ce moment que la diplomatie bascule dans l'ombre. Stoeckel comprend qu'il ne peut pas rentrer en Russie les mains vides. L'échec serait une disgrâce personnelle. Il active alors des méthodes plus discrètes. Des dîners somptueux, des journalistes soudoyés, des enveloppes de pièces d'or, une caisse noire est utilisée pour influencer des membres clés du Congrès. On estime qu'une partie du prix de vente a servi à acheter les votes nécessaires. C'est un scandale étouffé avant même d'exister. Finalement, la Chambre des représentants. Le 18 octobre 1867, la cérémonie de transfert a lieu à Sitka, capitale administrative de l'Alaska russe. Le ciel est bas, le vent est effroi. Sur la place, 2 rangées de soldats se font face. D'un côté, les troupes impériales russes, de l'autre, les soldats américains. Entre eux, un simple mât. Lorsque vient le moment de descendre le drapeau russe, quelque chose d'étrange se produit. Le pavillon se bloque. Un marin doit grimper pour le dégager. Il tranche la corde. Le drapeau tombe brutalement et s'empale sur les baïonnettes russes. Les témoins y voient un mauvais présage. À l'époque, peu y prêtent attention. Le drapeau américain est hissé. L'Alaska devient officiellement un territoire des États-Unis.
Pour la majorité des Russes installés sur place, le message est clair. Ils ne veulent pas vivre sous administration américaine. La plupart font leurs valises et repartent vers la Russie. Les peuples autochtones, eux, observent la scène sans comprendre. Ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont rien vendu. Pourtant, leur terre vient de changer de propriétaire. Sur le papier, le traité promet aux habitants du territoire les droits, avantages et immunités des citoyens américains. Dans la réalité, cette promesse restera lettre morte pendant des décennies. Pour les Tlingits, les Haïdas et les Aléoutes, le changement d'empire ne signifie ni liberté ni prospérité. Seulement de nouvelles lois, une nouvelle langue et de nouvelles formes de domination. À Washington, l'opinion publique reste sceptique. Les critiques se multiplient. La presse continue de parler de la folie de Seward. L'Alaska est administré sans enthousiasme, d'abord par l'armée, puis par le département du Trésor. C'est une frontière lointaine, mal gérée, presque oubliée. Pendant près de 30 ans, l'Amérique ne sait pas quoi faire de son achat. À Saint-Pétersbourg, l'argent est déjà parti. Les 7,2 millions de dollars convertis en or à Londres n'ont pas transformé l'économie russe. Ils ont servi à payer des intérêts, à rassurer temporairement les créanciers, à repousser l'échéance de quelques années. Le tsar a gagné du temps, pas une solution. Pendant un moment, il semble que la Russie ait réussi un coup habile. Elle a vendu une terre inutile à une nation naïve. Les Américains ont leur glacière. Les Russes ont leur rail. Le monde passe à autre chose. Puis, en 1896, tout change. Dans le Yukon, à la frontière de l'Alaska, un prospecteur découvre une pépite d'or. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La ruée vers l'or du Klondike commence. Des dizaines de milliers d'hommes affluent vers le nord. En quelques années, des millions de dollars en or sont extraits des rivières et des montagnes de l'Alaska. En un temps record, les États-Unis récupèrent le prix d'achat de l'Alaska, 100 fois. Soudain, la pas folie de Seward devient un coup de génie. Et la vente russe commence à ressembler à une tragédie. Au XXe siècle, le coup est encore plus cruel. D'immenses gisements pétroliers sont découverts à Prudhoe Bay. L'Alaska devient un pilier énergétique. Le pipeline transalaskien transporte des milliards de barils. La valeur stratégique du territoire devient incalculable. Pendant la guerre froide, l'ironie atteint son sommet. L'Alaska devient la première ligne de défense des États-Unis contre l'Union soviétique. Des radars, des bases militaires, des pistes aériennes sont construites sur une terre que la Russie avait vendue pour payer ses dettes. Des bombardiers soviétiques sont interceptés dans le ciel un territoire que leurs propres ancêtres avaient abandonné pour quelques années de solvabilité. Le calcul géopolitique russe s'est retourné contre lui. Mais pour comprendre pourquoi la vente de l'Alaska fut bien plus qu'une erreur stratégique, il faut regarder au-delà de la carte. Il faut regarder les livres de comptes, car cette vente n'est pas un accident isolé, c'est un symptôme. Au XIXe siècle, l'Empire russe est un paradoxe. Il possède la plus grande armée du monde, le plus vaste territoire, d'immenses ressources naturelles. Mais financièrement, c'est un pays pauvre. Il n'a presque pas de classe moyenne, presque pas de capital domestique. Chaque grand projet dépend de l'argent étranger. Après la guerre de Crimée, Alexandre II lance un programme massif de construction ferroviaire. Pour attirer les investisseurs, l'État garantit les profits. Si les compagnies échouent, le gouvernement paiera. C'est une invitation à la corruption. Les entrepreneurs construisent à bas coût, empochent la différence et laissent à l'État régler la note. Résultat, au milieu des années 1860, près d'un tiers du budget impérial sert uniquement à payer les intérêts de la dette ferroviaire. C'est ici que la vente de l'Alaska prend tout son sens. Elle n'a pas été décidée pour renforcer l'Empire, elle a été décidée pour améliorer sa cote de crédit. Les 7,2 millions ne devaient pas sauver la Russie. Ils devaient rassurer les banques européennes, montrer que l'État avait encore des actifs liquides, maintenir l'illusion de stabilité. Mais certaines voix, en Russie, s'opposent à cette logique. Des stratèges, des visionnaires estiment que l'avenir du monde se joue dans le Pacifique. Ils voient l'Alaska comme une porte vers l'Asie. Ils pressentent la richesse minérale. Ils avertissent que céder un territoire est un aveu de faiblesse. Ces voix sont étouffées. Les chiffres présentés au tsar sont... La vente de l'Alaska est souvent racontée comme une anecdote historique, une erreur de calcul, une mauvaise intuition. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est un cas d'école, un avertissement gravé dans la géographie mondiale. La preuve que les empires ne disparaissent pas toujours sous les coups d'un ennemi, mais sous le poids de leurs intérêts composés. Au cœur de cette affaire, il n'y a pas seulement des diplomates, des généraux ou des cartes, il y a des bilans, des échéanciers, des banques et une dépendance mortelle au crédit étranger. Au XIXe siècle, l'Empire russe est structurellement dépendant de la finance européenne. Chaque grand projet nécessite un emprunt.
Chaque modernisation passe par Londres, Paris ou Berlin. Elle, État russe, N-Stat, n'a pas développé de système financier interne capable de soutenir, elle, industrialisation. Il n'a ni une bourgeoisie puissante, ni un marché de capitaux national profond. Résultat, il vit à crédit. La guerre de Crimée a brisé l'équilibre. Les dépenses militaires ont explosé. L'inflation a rongé la monnaie. Les emprunts se sont accumulés. Et très vite, elle, Empire S, est retrouvée piégée dans un cycle classique. Emprunter pour rembourser les intérêts des emprunts précédents. C'est là que les grandes dynasties bancaires européennes entrent en scène. Leur rôle n'était pas idéologique, il est mathématique. Elles évaluent le risque, elles exigent des garanties, elles surveillent la santé des réserves d'or, et lorsque celles-ci faiblissent, elles augmentent les taux. La Russie est avertie. Sans liquidité visible, le coût du crédit explosera. Dans ce contexte, l'Alaska devient une variable financière. Elle n'est plus un territoire, elle devient un actif cessible. La somme tirée de sa vente n'est pas destinée au développement intérieur. Elle sert à rassurer les marchés, à afficher une capacité de paiement, à maintenir l'accès au crédit. En d'autres termes, l'Alaska est vendue pour améliorer la solvabilité de l'Empire, pas pour renforcer sa puissance. C'est l'équivalent impérial d'un prêt sur salaire. Et comme tout prêt de ce type, l'effet est temporaire. Les chemins de fer sont construits. Les intérêts sont payés. Les banquiers respirent. Mais les failles structurelles demeurent. La corruption persiste. L'inefficacité économique continue. Le servage vient à peine d'être aboli. La productivité reste faible. La dette, elle, ne disparaît pas. Elle grossit. À long terme, la vente de l'Alaska ne sauve rien. Elle retarde simplement l'effondrement. 50 ans plus tard, en 1917, l'Empire russe s'écroule sous le poids combiné de la guerre mondiale, de la pénurie alimentaire et de la dette. Le tsar abdique. Le nouveau pouvoir balaie les engagements financiers de l'ancien régime. Les créanciers étrangers sont abandonnés. Le défaut est total, mais la blessure psychologique, elle, reste. Pendant des décennies, en Russie, la vente de l'Alaska devient un sujet tabou. Des mythes circulent. Certains affirment que l'Alaska n'a jamais été vendu, seulement loué. D'autres prétendent que l'or n'est jamais arrivé, que le navire a sombré, que la Russie a été trompée. Ces récits sont faux mais révélateurs. Ils traduisent un malaise profond. Le sentiment d'avoir sacrifié une partie de l'avenir pour survivre au présent. Aujourd'hui encore, lorsque l'on observe le détroit de Bering, le contraste est saisissant. D'un côté, la Tchoukotka, région russe isolée et pauvre. De l'autre, l'Alaska, riche, stratégique, militarisée, traversée par un pipeline géant, pilier de la sécurité énergétique américaine. Deux mondes séparés par quelques kilomètres d'eau. Et par une décision prise dans une salle sombre en 1867. L'ironie historique est totale. La terre vendue pour payer des dettes devient, elle, avant-poste militaire du rival principal de la Russie au XXe siècle. Des radars, des bases aériennes, des systèmes de défense sont installés sur un territoire cédé pour sauver temporairement une monnaie fragile. La leçon est universelle. Les empires ne s'effondrent pas seulement à cause de leurs ennemis. Ils s'effondrent quand leurs finances dictent leur géographie. Quand les décisions stratégiques ne sont plus prises en fonction du long terme, mais du prochain remboursement. Quand la survie budgétaire écrase la vision historique. Quand vendre l'avenir semble plus raisonnable que réformer le présent. La vente de l'Alaska n'est pas une anomalie. C'est un symptôme. Le symptôme d'un empire qui avait confondu taille et solidité, territoire et richesse, puissance militaire et santé économique. La Russie du XIXe siècle possédait tout, sauf ce qui comptait le plus, un système économique capable de soutenir sa grandeur sans dépendre de aides étrangers. En fin de compte, l'Alaska n'a pas été perdue sur un champ de bataille. Elle a été perdue dans un bureau, sur une ligne comptable, et c'est peut-être la forme de défaite la plus dangereuse qui soit, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui semble rationnelle sur le moment, celle que l'histoire juge toujours, trop tard, car dans le jeu des empires, la dette est une arme plus redoutable qu'un canon. Et la défaite la plus totale n'est pas de perdre une guerre, c'est de ne plus pouvoir payer l'avenir.